Ah. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Jessica. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, dans ce sommet, je vous présente Jessica Alogo, qui est la fondatrice, la créatrice de la marque Les Petits Pots de Logoué. Elle va nous expliquer comment créer et développer son entreprise en Afrique. Bonjour Jessica, merci encore vraiment comment on dit, prêtée à ce jeu de sommet en si peu de temps. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, Jessica? Comment t'es venue à l'idée de créer la marque? Et déjà, pourquoi les petits peu de bruit? Pourquoi ce nom? D'accord. Concernant mon parcours personnel, à la base, je suis ingénieure en pétrochimie. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie pétrolière. Je viens du Gabon déjà. Je vis au Gabon. Je suis issue d'un couple mixte. Ma mère est canadienne. J'ai fait mes études d'ingénierie au Canada, à Polytechnique Montréal. Et ensuite, après mes études, je suis rentrée au Gabon et j'ai intégré une société pétrolière où je suis restée pendant une dizaine d'années. D'accord, ok. Suite à ça, en fait, j'ai eu plusieurs, j'ai occupé plusieurs types de fonctions, mais j'étais principalement aux opérations. Donc, j'étais ingénieure opération. J'ai fait des sites offshore et des sites à terre et du bureau aussi en méthode production. Après, c'est ça. Après une dizaine d'années, Tu as switché. c'est ça, j'ai rendu mon tablier d'ingénieur chez Total. Et t'as Et porté le tablier de cuisinier en c'est confiture. ça, pour revêtir mon tablier d'entrepreneuse gourmande, comme Ah j'aime ouais, dire. entrepreneuse gourmande. Alors, comment t'es venue l'idée des confitures? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi les confitures? En fait, ça part vraiment d'une expérience vécue. Je me suis retrouvée avec des mangues trop mûres que j'avais ramenées d'un voyage d'Asie. Et j'ai en fait la raison simple, c'est que je ne voulais pas perdre d'argent. Parce qu'elle m'avait coûté super cher. La raison première. Je Oui, t'avais fait venir en frais, tu sais. Et puis je me dis, ah mince, ça m'a coûté. C'est un cadeau qu'on m'avait fait à l'aéroport. Enfin, une histoire rocambolesque. Oui, bon, j'ai mon fils qui est là. Une feuille de canson. Elles sont là. donc, une histoire cambolex de mangue trop mûr. C'est ça. Un cadeau qu'on m'avait fait et que j'avais tout. Donc, j'avais été obligée de les transporter jusqu'au Gabon. Et puis, j'arrive chez moi, j'ai des mangues trop mûres. Et puis, je me dis, mince, elles m'ont coûté un bras en fret. Je vais pas Alors, pourquoi tu ne t'es pas dit, je vais les donner, je vais les distribuer? Pourquoi tu t'es dit, je Non, vais parce faire... que moi, je voulais les manger aussi, parce que j'adore les mangues quand même. C'était quand même. Voilà, l'idée, c'était bon. Bon, je rigole un peu. C'était pas vraiment. C'était. Non, je voulais les manger. C'était les mangues. C'était J'adore tes les mangues. mangues. C'était mes mangues. Et elles étaient juste un peu molles. Et puis, je me disais, OK. Mais elles étaient super bonnes. Hmm. Mais voilà, moi, je voulais les manger, mes mangues. Et comme c'est vrai que c'était un peu moins agréable à manger frais comme ça, parce que c'était trop mou. Bon, bah, tout de suite, la texture un peu molle, comme ça appelle la confiture, quoi. Mhm, mhm, Parce que moi, je ne suis pas forcément très dessert, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément eu d'idée de dessert, machin et mhm. tout. Des gâteaux Je me suis avec... dit, voilà. ouais, c'est pas forcément mon truc. Enfin, ça l'était pas, ça l'est devenu par la force des choses, mais voilà. Donc, je me dis, je voyais ma grand-mère quand j'étais jeune et que je partais passer mes étés au Canada qui faisait ses confitures de fraises. Et donc, je me dis, bah tiens, je vais faire une confiture à l'amande. Et puis voilà, je regarde sur Internet, vite fait, confiture, et puis voilà, je me lance. Et en fait, c'est parce que j'avais aussi une autre raison, peut-être pourquoi la confiture, c'est que ma mère revenait du marché, parce que j'étais chez ma mère à ce moment-là, puis elle avait ramené des fruits de la passion. Et en fait, Tu as je voulu trouvais le mixer les deux. concept sympathique, voilà, de faire voyager, en fait, parce que j'avais aussi des gousses de vanille qu'on avait ramenées de l'île D'accord. Maurice un an avant. J'avais un petit fond de rhum qu'on avait ramené de Cuba 4 ans avant. Et puis, je me dis, ah tiens, chouette, je vais faire un produit qui voyage. On était à Cuba, Maurice, Libreville, Yangoon,
que je revenais de Birmanie. Et le concept me plaisait bien, quoi, de faire un produit qui voyage comme ça. Et D'accord. donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pots. Et je dis, c'est marrant parce que déjà, parce que toutes mes confitures ont un petit nom. Et déjà, je lui avais donné un petit nom et elle s'appelait Le Tour du monde en un pot de confiture. Le tour du monde en un pot de confiture. C'est beaucoup plus long que tes noms que tu donnes aujourd'hui, quand même. Oui, aujourd'hui, c'est plus court. Ouais. Alors, du coup, comment ça commence cette histoire? Ok, d'accord, tu as commencé à faire les confitures, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je peux commencer à commercialiser quelque chose, je vais en faire quelque chose. Encore une fois, par accident, en fait. Je veux dire, moi, ça a été vraiment, je dis souvent, ça n'a jamais été, je me suis jamais assise pour dire, tiens, je vais devenir entrepreneur. D'accord. Et j'avais pas forcément ce skills-là ou cette appétence-là, très franchement. Souvent, on entend les histoires des gens, ils vendaient les toffés quand ils étaient jeunes. Non, je l'ai jamais fait. Pas forcément cette appétence. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un bel accident de parcours. Et alors, comment j'ai commencé? Alors, oui, c'était donc en mars, donc le 8 mars, c'était en mars 2016. Donc, il y avait la journée de la femme. Et en fait, mais si je vendais quand même des trucs, je vendais du maquillage à l'époque. Et donc, il y avait une expo. Et donc, moi, je prends une table, une expo vente, machin, pour la fête des mères. Donc, je prends une table pour vendre mes trucs de make-up et tout. Et t'as ramené des pots. Voilà, parce que après mon pot à la mangue, donc moi, après, je suis rentrée chez moi à Port-Gentil. Et pareil, je me suis retrouvée avec des ananas trop mûrs et j'ai fait une confiture d'ananas passion, fruit de la passion, que j'ai offert à l'exploitant agricole chez qui j'achète mes fruits de la passion, qui était derrière chez moi. Donc, il y avait une exploitation agricole, j'ai offert un pot. Et il a mangé ce pot. Et puis, il me dit, après, je lui demande, il me donne son feedback, quoi. Il me dit, ah, elle était super bonne ta confiture, t'en fais quoi? Et donc, quand il me dit ça, je ne comprends pas très bien la question. Je lui dis, ben, je les mange, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Pour ça que je t'en ai donné, t'en as mangé. C'est ça. Et il me dit, ah, je pensais que tu les vendais. Et puis, bah, sur le coup, tu te dis, mais quelle idée saugrenue, quoi. Hein. C'est vraiment ce qui m'est venu. Je ne vais pas vendre des confitures. Mais comme quoi, peut-être c'est resté quelque part dans ma tête. Et donc, quand je me prépare il a mis la petite graine. Voilà, il a semé la graine, en fait. Ça. Et donc, quand je me prépare à faire cette expo pour vendre mon maquillage, la veille, je me dis, mais quoi, je n'essaie pas de faire des confitures et puis je split ma table en deux. J'ai une partie sur mon maquillage, puis une partie sur les confitures. Donc là, je me démerde pour arriver à sortir une quinzaine de pots de confiture et je vais à cette expo. Et donc, et mes pots, je les vends super rapidement parce que je fais des dégustations. Il y a une fille qui fait des crêpes à côté, donc je lui achète quelques crêpes. Je fais des dégustations crêpes confiture. Et mes pots, je les vends très vite. Et en fait, tout le monde en parle. C'était un gymnase. Et tout le monde en parle, quoi. Tout le monde, ah ouais, c'est super bon. Bon. Et puis tu te dis, ah bah tiens, ça plaît. Bon, très bien. C'est parti avant le maquillage. Ça a disparu avant le maquillage. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, clairement. Et puis, bah voilà. Et puis après, je suis pas faisant. Bah, les gens qui ont acheté une fois recommandent. Tu te sens mal de dire non parce qu'en même temps, j'étais pas non plus dans une approche, waouh, je lance un business. Moi, j'étais juste en mode, tiens, pourquoi pas, c'est marrant en fait. Oui, c'est marrant de gagner de l'argent avec des trucs qu'on aime bien. Ouais, c'est ça en fait. Mais tu découvres qu'en fait, tu peux gagner de l'argent. Bah oui. Et ça, je dis ça souvent. En fait, tu te rends compte que bah, tu peux gagner de l'argent autrement que par ton emploi. C'est quand même chouette, quoi. Et puis voilà, et puis bon, t'en fais de plus en plus, et puis bon, je trouve ça marrant aussi de faire des confitures. C'est une autre activité, voilà, qui t'occupe, qui est sympa, que t'aimes bien. Et puis, ben voilà, petit à petit, t'en vends de plus en plus. Et puis à un moment donné, je me dis, j'ai mon premier employé qui est toujours avec moi aujourd'hui, qui est mon chef d'atelier. Et puis je lui dis, vas-y, on ouvre une entreprise. Et puis là, on ouvre une entreprise, et puis voilà. Alors, pourquoi les petits pots de Logoué déjà? Alors, pourquoi les petits pots de Logoué? C'est parce que quand j'ai lancé mon entreprise, donc je vivais à Port-Gentil, qui est dans la province de Logoué-Maritime au Gabon. D'accord. Donc, c'est un produit local, évidemment. Et puis, je voulais un nom qui ramène à la région dans laquelle on était.
D'accord. Donc, l'Ogooué. Et en même temps, l'Ogooué, c'est le plus long fleuve du Gabon, quoi. Ça traverse le Gabon, l'Ogooué. Donc, en même temps, c'était sympa parce que de ramener ce nom-là, parce que c'était très emblématique de la province, mais en même temps, très représentatif du pays. Et les petits pots, je trouvais ça coquet. Écoute, je sais pas, je trouvais ça coquet, en fait. Il n'y avait pas d'autre raison, je trouvais ça coquet, les petits pots de l'Ogooué. Et je trouvais ça un peu romantique. Ça me faisait Ouais, penser à une petite balade sur le fleuve. c'est ça. Un peu comme à Venise, quoi. Tu te dis, je les embarque avec moi sur le Logoué. C'est très, C'est très ça, simple. exactement. Ok. Alors, du coup, quand tu as ton premier employé, tu te dis, ok, on lance l'entreprise. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur? Tu n'as pas eu de doute? Est-ce que tu le payais déjà cet employé-là? Ou alors, il travaillait gratuitement? Non, je le payais. D'accord. Alors, par contre, au départ, donc les premiers mois, je ne le payais pas en salaire. Je le payais à la journée parce D'accord. qu'on ne produisait pas tous les jours. Donc, en fait, au départ, je le payais à la journée. On avait convenu d'un tarif journalier. Ensuite, bizarrement, c'est bizarre, j'ai pas eu peur. J'ai créé mon entreprise très vite. Hein. J'ai vendu mon premier pot de confiture en mars et j'ai créé mon entreprise formellement en mai. D'accord. Ok. Et en fait, je sais pas, ça a été super rapide. Moi, dès le début, je pense que c'était important pour moi de formaliser mon entreprise pour que ce soit quelque chose de concret. Oui. Que ce soit pas un truc comme ça, À la en sauvette, freestyle, voilà, que je encore fais une comme entreprise ça. informelle, quoi. Voilà, ça, je pense que ça concrétisait vraiment le projet dans ma tête et ça me donnait des obligations. Ah oui, c'est ça. Ça m'obligeait à un certain engagement, en fait. Et donc voilà, donc je pense que quand je me remets dans le contexte de l'époque, c'est pour ça. Parce que j'aurais pu ne pas créer une entreprise. Il y a plein de gens Tu aurais pu qui vendre font comme des ça quand choses sans on créer continue, quoi. d'entreprise, Ouais, ouais. qui sont dans le formel les premières années. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait très vite parce que j'avais besoin que ce soit quelque chose de concret, effectivement. D'accord, ok. Et du coup, donc tu crées ton entreprise, elle commence à faire des premières ventes. Comment est-ce que tu travailles ta marque? Comment tu travailles ton branding pour aujourd'hui être au niveau où tu es? Parce que quelque part, tu es quand même la première marque locale au Gabon de confiture. Alors, comment je crée Oui, comment tu avances en te disant, OK, Ouais, comment j'avance? ouais. J'avance vraiment petit à petit. Alors, juste pour donner une idée du temps, donc je vends mon premier pot en mars, je crée mon entreprise en mai et je lance officiellement ma marque en décembre et je commence à distribuer dans les supermarchés en décembre. Donc, en fait, de mars à décembre, je travaille sur tout ce qui est branding, étiquette. Et Donc, là, ça me tu as prend… déjà démissionné? Non, je D'accord. démissionne en décembre. D'accord, tu Je démissionnes en démissionne en décembre. Donc, tout le temps où je travaille sur ma marque, je n'ai même pas l'intention de démissionner au début. Non, c'est même pas… Ça te vient Non, pas à l'idée? Non, non. non, je Tu es pense que je toujours en commence train à de vendre. envisager de démissionner en octobre. D'accord, ok. En Parce que ça commence octobre. à te prendre du temps. Voilà. Parce que ça commence à me prendre du temps, parce que je suis moins motivée d'aller travailler, parce que ça m'intéresse plus de travailler sur ma marque et parce que… D'imaginer un peu tes nouvelles confections, tes nouvelles… Voilà, mes nouvelles confections. Et puis, à cette époque-là, c'était très intense sur la partie branding. Et puis, j'aimais ça, quoi. J'étais vraiment dans un univers super créatif que j'avais jamais expérimenté avant, en fait. Parce que quand même, quand tu travailles pour des grosses boîtes, tu n'as pas tellement de marge en termes de créativité. Oui, Hein. C'est quand même très process, très voilà. Et donc, en fait, je découvre un univers qui me plaît bien. où tu t'exprimes Et sans… où je peux vraiment m'exprimer. Et puis que si je veux mettre des cœurs sur mon étiquette, je mets des cœurs, quoi. Et qui va me dire quoi? Je suis romantique, c'est tout moi, alors je mets des cœurs sur mes étiquettes. Et que je peux tout faire ce que je veux, quoi. Et je trouve ça super trippant, en fait. Je trouve ça top. Et franchement, ça me motive beaucoup. Et puis, j'apprends plein de choses aussi. J'apprends tellement de choses. Je me documente tellement, que ce soit sur le core business en lui-même, tout ce qui est process, réglementation, lié à l'activité technique. Et puis, tout ce qui est branding. Moi, je ne connaissais pas. Et j'ai fait tellement d'erreurs à ce moment-là que je rectifie aujourd'hui, après 4 ans. Moi, je ne savais même pas c'était quoi un fichier vectorisé. Je ne savais même pas c'était quoi un vecteur. Dis-nous, quelles sont les Moi, je erreurs? faisais mes étiquettes. Je savais que je voulais des motifs de paille. J'allais les prendre sur Google. Et mon infographe, mais ça, je ne comprends toujours pas.
faudrait que que je lui envoie un message. Mon infographe de l'époque, il me laisse faire ce que je veux. Je lui envoie un fichier merdique de pagne de Google et il le prend, il me met ça sur une étiquette, quoi. Bon, enfin, bref. Mais, mais j'y connais rien, quoi. Mais bon, je fais, voilà. Mais j'ai déjà une idée super précise de ce à quoi je veux que ma marque ressemble, ce à quoi je veux que mon logo ressemble. Je sais très clairement ce que je veux, en fait, en termes de rendu. Et finalement, le travail avec l'infographe est quand même super facile parce que il ne fait que matérialiser ma pensée, en fait, sur Photoshop ou sur Illustrator. Donc, il ne fait que dessiner. Moi, je lui envoie tous les croquis, je lui envoie les motifs. Ouais, là, je veux du Bogolan, là, je veux du Kita, là, je veux ci, je veux ça. Et lui, voilà, il ne fait que le traduire sur Photoshop. Mais bon, ça a pris du temps quand même. Hein, ça a bien pris 6 ou 7 mois. Donc, je suis quand même très concentrée sur ça. Et puis, en même temps, ensuite, sur le développement des gammes de saveurs. D'accord, ok. Ok. Et ouais, après une erreur qu'on a fait. Moi, j'ai lancé trop de saveurs au début. Parce que c'est vrai que tu es excitée, tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses. Moi, j'ai lancé 12 saveurs de confiture ma première année, quoi. C'était tellement idiot. J'aurais pu les faire tranquille au fur et à mesure. Pourquoi c'est une erreur de lancer trop de saveurs? Parce que, déjà, stratégiquement, ça te prend beaucoup de temps. Tu donnes tout, en fait. Et après, parce qu'il faut savoir quand même que les clients, ils aiment les nouveautés. Toi, tu as tout donné au début, alors que tu aurais pu gérer tes 3 saveurs sur 3 ans en relâchant 4 par année. Et bon, déjà ça. Et puis ensuite, il faut gérer la production de 12 saveurs avec des recettes différentes. Et puis, ça coûte cher aussi. Pas qu'il y ait de rupture de stock et tout ça. Donc, en termes de branding, ça coûte quand même très cher, de la création graphique d'étiquettes. Donc, ça coûte cher en création graphique, ça coûte cher en impression. Parce que quand tu imprimes à ces niveaux-là, tu ne vas pas les imprimer sans étiquette. Tu les imprimes par 2000. Donc, tu imprimes 24 000 étiquettes. Ça demande d'immobilisation en trésor énormément d'argent, en fait, alors que tu aurais pu immobiliser 3 fois moins, avec 3 fois moins de saveurs. Donc, voilà, mais bon. Et donc, aujourd'hui, tu as combien de saveurs exactement? Est-ce que tu as toujours les 11 saveurs que tu avais lancées? Ou... Ouais, alors aujourd'hui, j'ai toujours les 11 saveurs qui sont toujours mon corps, ma gamme permanente, quoi. Qui ne bouge jamais et que j'ai toute l'année. D'accord. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des éditions limitées tous les mois ou tous les 2 mois. J'ai des éditions limitées. C'est ce que je fais maintenant. Voilà, je garde cette base de 12 et pour créer de la nouveauté. Maintenant, c'est quand même tous les mois. Tous les mois, j'ai une petite collection, un small batch d'éditions limitées. D'accord, ok. Que je ne garde pas toute l'année pour plusieurs raisons. Parce que soit c'est des fruits très saisonniers, que je n'ai pas les moyens en fait, d'avoir toute l'année, ou parce que c'est des choses très thématiques, genre à Pâques, on fait des pâtes à tartiner, des dulce de leche, des choses comme ça. Donc, je décide. Bon, là, après, souvent, ça évolue un peu. Là, je vois que beaucoup de gens me demandent le dulce de leche, ils veulent le garder toute l'année. Donc, je te pose la question, est-ce que ça va devenir une saveur permanente? Peut-être. Ouais. Et donc, du coup les matières premières, elles sont locales, complètement locales. Est-ce qu'elles sont du Gabon ou bien elles sont aussi de la sous-région? Comment tu fais? Principalement du Gabon, à part sur les fruits très saisonniers. Alors, il y a des fruits qu'on trouve facilement quand même au Gabon toute l'année, comme l'ananas et la papaye. Ça, on trouve toute l'année. Après, il y a des produits plus saisonniers comme la mangue, où on va jongler entre le Gabon et le Cameroun. Voilà, avec la sous-région, c'est principalement les agrumes et les mangues. Où là, on va travailler vraiment sur toute la sous-région parce qu'on a de la chance, les saisons s'enchaînent. Quand la saison de la mangue finit au Gabon, le Cameroun commence. Quand le Cameroun finit, le Congo commence. Donc, voilà. D'accord, ok. Donc, on en a toute l'année. D'accord. Tu as toujours de quoi faire, quoi. Ouais, on a toujours de quoi faire. Mais au maximum, quand on peut, on fait de la production. Donc, oui, tu disais que donc ça varie en fonction des saisons de chaque pays, quoi. Voilà, pour certains produits, oui. Ça va être saisonnier, on va tourner sur la sous-région. Pour d'autres, non. Les éditions limitées, ça va être que du local, parce que là, on est vraiment sur des fruits
assez rare. Ça va être des petits fruits de forêt, les petites cerises de forêt, les baies, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très local. La goyave, la pomme citère. Donc ça, c'est très local en général pour les éditions limitées. Parce que là, c'est vraiment au fil des saisons, quoi. D'accord, ok. Et aujourd'hui, combien d'employés tu gères, toi, dans ton entreprise? Donc aujourd'hui, on est 10. D'accord. Et vous avez un site comment on dit, de production? Comment ça se passe? Ouais, on a un atelier de production qui est maintenant basé à Libreville, qui a été longtemps à Port-Gentil. D'accord. Et que donc j'ai déménagé à Libreville là au mois de septembre. Ok. Voilà, donc c'est un atelier de production. On reçoit aussi les clients qui viennent acheter directement à l'atelier. Pourquoi pas l'atelier à Port-Gentil? Pourquoi à Libreville? Parce que moi, Donc oui, pourquoi Libreville et pas Port-Gentil? Pourquoi tu n'es pas resté à Port-Gentil? pourquoi je ne suis pas restée à Port-Gentil? Parce que ma distribution est à Libreville principalement. Ah, Donc, je d'accord, distribue ok. plus à Libreville. Donc, moi, j'étais déjà installée à Libreville depuis 2017. Mon atelier était resté à Port-Gentil, mais moi, j'étais déjà à Libreville parce que voilà, c'est le lieu où je distribue le plus. Donc, mon atelier produisait et puis moi, je m'occupais de la partie distribution ici. Et économiquement, c'est plus intéressant d'être là, en fait, parce que pour des questions de logistique, parce qu'en fait, les fruits viennent plutôt de la région de Libreville, donc on les shippait par bateau jusqu'à Port-Gentil. Ensuite, il fallait ramener les pots, donc il y avait beaucoup Aller-retour. d'opérations logistiques. D'accord. Donc, c'est plus cohérent, en fait, d'être à Sur Libreville. place. D'accord. Du coup, comment est-ce que toi, tu gères aujourd'hui ta présentation dans les magasins? Parce que tu me disais que tu as quand même une gamme assez, tu as quand même un produit assez haut de gamme. Tu le disais dans mon podcast. Comment tu gères aujourd'hui cette partie-là? Donc, quand on est en magasin, en fait, on essaye autant que faire se peut. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les Comment magasins qui tu les vends l'acceptent. déjà? Voilà, exactement. Comment tu les vends en magasin? Comment tu fais en sorte qu'un magasin accepte de te prendre en tant que produit local et quand même d'un certain coût? Bon, c'est sûr qu'au début, c'était pas facile, hein, les premières années. Après, on a eu la chance. Il faut avoir le magasin qui te suit et qui te fait confiance. Et ça aussi, c'est un peu de réseau, un peu d'influence. Voilà. Le Et réseau. c'est beaucoup du travail. Ouais, c'est beaucoup. Parce que moi, je sais que j'étais en incubation. J'étais dans un incubateur. J'avais un mentor qui travaillait pour un grand distributeur, donc un grand supermarché. Et donc, c'était mon mentor, donc facile. Donc, voilà. Donc, il m'a quand même facilité. Il m'a quand Ouais, même lui, il ouvert avait les des portes du relations. supermarché, quoi. Même s'il m'aurait accepté quand même sans lui, j'en suis persuadée. Mhm. Mais voilà, il m'a quand même C'est toujours facilité l'entrée dans le supermarché. Ça a été plus facile pour moi de négocier parce que je venais sur recommandation, je venais sur recommandation de quelqu'un. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivée dans leur premier point de vente, parce qu'ils en ont beaucoup, bon, j'ai pu négocier facilement. Je veux mon présentoir. J'ai pu imposer un peu mes conditions de vente facilement parce qu'ils ne pouvaient pas trop me dire non. J'ai envie de dire. Ouais, tu venais de la part d'eux. Voilà, donc j'ai pu mettre mon présentoir brandé, j'ai pu faire en sorte de ne pas être en étagère et d'être vraiment sur un présentoir déporté. Voilà, parce que voilà, vendre au supermarché, c'est quand même très, très, très concurrentiel. Donc, voilà, il faut pouvoir y aller d'une certaine manière quand on est sur un certain segment. Parce D'accord. que dans un monde idéal, ce n'est pas forcément l'endroit où on est amené à vendre ce type de produit. Maintenant, c'est vrai que les lieux de vente chez nous en Afrique sont un peu limités. Il n'y a pas pléthore d'épiceries fines, etc. Donc, on n'a pas vraiment le choix que d'être en supermarché. Mais voilà, il faut arriver du mieux qu'on peut, au moins d'imposer ces conditions de vente, quoi. Et le présentoir, c'est bien parce que tout de suite, les clients identifient le produit. Il sort quand même du lot versus un pot qui est sur un rayon, quoi. Aujourd'hui, quelle est ta valeur ajoutée par rapport aux marques, par exemple, importées, qui peuvent coûter peut-être moins cher?
Ben, déjà, c'est le fait que ce soit un produit local, qu'on transforme localement et qu'on fait vivre finalement des producteurs derrière. Parce que bon, c'est vrai qu'on voit le pot de confiture à la fin, mais c'est pas juste un pot de confiture. Il y a tellement de gens qui travaillent pour arriver à ce produit final, en fait. Il y a les producteurs, il y a les transitaires. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vivent, en fait, finalement, Derrière vivent ce plus ou moins, mais pot. qui génèrent du revenu au travers de cette activité-là. Donc, de la production à la récolte, nous, on transforme. Ensuite, on va travailler avec les transitaires qui vont importer, la douane, les impôts. Donc, voilà. Donc, c'est quand même toute une chaîne de valeur qui englobe plusieurs segments. Et voilà, pouvoir faire vivre cette chaîne de valeur-là. Et pour moi, c'est déjà ça la première valeur ajoutée. C'est l'impact sur les producteurs et sur tout l'écosystème local. Pour moi, c'est vraiment ça la valeur ajoutée du produit. Ensuite, le fait que nous, quand on a commencé, c'est aujourd'hui peut-être qu'on peut tirer ce genre de conclusion, mais quand on a commencé il y a 4 ans, alors je ne dis pas qu'on était les premiers à le faire, hein, il y avait bien sûr des petites mamans qui faisaient des confitures, mais disons, j'ai envie de le dire, on est peut-être les premiers à l'avoir fait de manière, avec une démarche entrepreneuriale, j'ai envie de dire, avec une vraie démarche entrepreneuriale. Et du coup, ça a un impact sur l'environnement, en fait. Je veux dire, moi, après 4 ans, il y a tellement de marques de confiture qui se sont lancées. Il y a tellement d'autres marques d'agroalimentaire aussi qui se sont lancées. Les packaging ont tellement évolué. Mais je pense, et bon, Sans te vanter, tu as envie de dire. Voilà, sans me vanter, mais je pense quand même que c'est un de nos impacts, en fait. C'est-à-dire que les gens ont vu la marque, ont vu le produit et se disent, ah tiens, il faut que nous aussi, on s'améliore. Pour ceux qui travaillaient déjà, qui étaient déjà dans l'industrie, il faut que nous aussi, nos packaging… Ça les a challengés, en fait. Voilà, on a challengé ce qui se faisait déjà localement, qui avait des petits prémices de marques agroalimentaires. Et puis, on en a inspiré d'autres qui se sont lancés. Donc ça aussi, pour moi, c'est une belle valeur ajoutée aussi. C'est vraiment faire évoluer l'écosystème et apporter une vraie plus-value dans le monde entrepreneurial, dans le monde des entrepreneurs et sur les gens, en fait. D'accord. Aujourd'hui, quand tu te remémores un peu 4 ans en arrière, entre le moment où tu lances ta marque et tu rentres dans l'incubateur, tu penses qu'il t'a fallu à peu près combien en termes de finances pour être enfin, je sais pas moi, enfin qui tu es aujourd'hui, c'est-à-dire avec la renommée de ta marque et puis tes produits, quoi. Ouais, ça c'est une question ardue en fait, je te la pose parce que les gens ont souvent tendance à croire qu'il faut des millions et des millions pour se lancer. Non. Alors, c'est sûr qu'on cumule, tu te rends compte qu'effectivement, tu as investi beaucoup d'argent, mais en fait, c'est vraiment des choses que tu fais petit à petit, quoi. Oui, c'est pas une grosse sortie d'argent immédiate. Non, c'est pas une grosse sortie d'argent immédiate. Okay. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire des confitures, j'achetais des pots de mayonnaise que je lavais, que je stérilisais, que je recyclais. Donc, il me fallait 600. Un pot de mayonnaise, c'est 600 francs. Il me fallait 600 francs pour acheter un pot de mayonnaise. Il me fallait 1000 francs pour acheter un ananas. Donc, je veux dire, et j'ai commencé chez moi dans ma cuisine. Après, j'avais un gardien qui avait une petite maison derrière chez moi. J'ai viré le gardien, j'ai aménagé la maison derrière chez moi. Oh, gardien. Donc voilà, c'est pas des gros investissements. Genre, j'ai pas attendu d'avoir des millions pour me dire ah ouais, tout de suite il me faut mon atelier, donc j'ai besoin de 50 millions pour faire un atelier. Non, j'ai fait ça je l'ai fait de manière très intuitive. Bon, je suis là, je suis chez moi, c'est ma cuisine. Et j'ai vraiment évolué au fur et à mesure. Après la loge de mon gardien, j'ai loué un atelier à Port-Gentil. Après, j'ai loué un autre atelier à Libreville plus grand, mais ça m'a pris quand même 4 ans pour arriver à avoir l'atelier que j'ai aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment de l'investissement graduel, donc que j'ai pas forcément… que j'ai pas forcément senti comme une dépense, en fait. C'est sûr, quand tu fais le calcul après 4 ans, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est vraiment des choses que j'ai faites au fur et à mesure. Mais sachant que, en fait, quand tu vendais, l'argent rentrait, donc forcément, tu réinvestis. Et puis, ça tourne, en fait. C'est ça, c'est de l'argent qui tourne. Tu vends, tu reçois de l'argent, tu réinvestis, tu achètes des marmites, tu achètes ci, tu rachètes des pots. Donc,
c'est de l'argent qui tourne et que tu fais fructifier petit à petit. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'appel de capital Oui, bien que sûr, tu au vas départ, prendre bien parce sûr. que bon, j'étais salariée, donc voilà, mon salaire aussi finançait un petit peu mon entreprise. J'injectais, parce que je l'ai considéré comme une épargne aussi. En fait, ce que j'avais fait, je crois que j'avais arrêté d'épargner. Voilà, je m'étais dit, Ton mon épargne que virement tu que je fais sur mon faisais compte rentrait dans épargne, ton... voilà, je l'arrête et je le fais rentrer dans mon entreprise. Donc, c'était ma forme d'épargne. D'accord, ok. Ok. Est-ce que toi, tu as souffert, par exemple, de la corruption, des bacs chiches, des trucs comme ça? Est-ce que toi, dans ton domaine, ça Franchement, non. existe? Ça doit exister dans tous les domaines, mais j'écoutais un live cette semaine où justement les gens se plaignaient que c'est difficile d'entreprendre en Afrique, c'est difficile de créer une En entreprise. Et je effet. n'ai tellement pas cette expérience en fait. Je n'ai D'accord. vraiment pas cette expérience et je ne l'ai jamais eue. Créer mon entreprise, ça a été un truc très facile. Je suis allée à l'office où on crée les entreprises, j'ai rempli mon dossier, je l'ai déposé, fin, j'ai payé personne. Ça a pris, c'était même pas long. Je crois qu'après au moins d'un mois, on avait notre agrément de commerce. Et en fait, on n'a payé personne. J'ai payé quelqu'un, mais genre un petit truc, quoi, parce que c'est lui qui allait déposer, c'était lui qui faisait, voilà, il déposait le dossier. J'avais pas le temps, moi je travaillais, donc je ne peux pas gérer ça. Ouais. Donc c'est un mec qui a une petite agence, c'est son job, en fait, d'accompagner les entrepreneurs. Mais je ne l'ai pas payé. Mais c'est pas de la corruption, c'est pas du Non, bâti. non, J'aurais ça pu c'est... aller déposer moi-même, j'aurais pu le faire Ouais. moi-même, parce que j'avais pas le temps. Et c'était une prestation de service que j'ai payée. Et vu le prix que je l'ai payé, je pense pas qu'il payait des gens derrière. Je crois pas, parce que c'était pas cher. Donc, je vois pas trop quelle corruption lui, il aurait pu faire derrière, en fait. Donc, non. Créer mon entreprise, en tout cas la faire enregistrer, ça a été un processus très simple. Et Et j'ai jamais Et été aujourd'hui, confrontée dans ta logistique de tes fruits et pour faire tes confitures, est-ce que tu n'as pas ce genre de problème-là? Non, moi je paye les producteurs, ils viennent vers moi ou je les trouve. Ce sont tes producteurs qui te livrent la marchandise, les matières premières? Donc moi j'ai des producteurs avec lesquels je travaille qui me livrent. Ouais. Donc moi ils viennent me livrer à l'atelier. Bon après j'en ai d'autres plus gros où je dois aller acheter au champ. D'accord. Mais bon, encore une fois c'est très transparent. Franchement, non. Je peux vraiment pas dire que. Non, mais Après, je sais qu'il y a peut-être des je peux problèmes au très bien niveau comprendre logistique, hein, transit, douane. Moi, je travaille avec un transitaire. Il me livre des DP. Donc, moi, je me fais livrer chez moi. Donc, je ne gère pas les déclarations de douane, etc. Je paye un tarif livré des douaniers. Bon, mais j'ai déjà été aussi en confrontation avec la douane, puisqu'au départ, je faisais moi-même mes imports et mes déclarations douanières. Bon, D'accord. j'ai payé mes taxes, machin, normal. Après, c'est sûr que j'ai négocié un abattement, mais j'ai eu un abattement officiel. Je suis allée voir le chef de bureau. J'ai eu un abattement. Oui, vous venez, pourquoi? Vous travaillez dans quoi? Après, c'est des choses qui se négocient. Pour moi, ce n'est pas de la corruption. Oui, bien sûr. Je pense que chacun vit ça un peu, je pense, différemment. Hein, ça dépend de Oui, je pense que chacun vit sur ça qui tu tombes. différemment. Et chacun aussi, après, c'est souvent peut-être nous qui… Après, c'est à toi de vouloir ouvrir la porte ou pas. Moi, je vois par exemple en supermarché. Moi, j'ai souvent les gens me disent ah ouais, pour vendre en supermarché, il faut donner un bac chiche aux filles dans les rayons ou aux propriétaires enfin aux gérants du supermarché. Moi, je vends au supermarché, j'ai jamais donné 100 francs à personne. Après, c'est vrai que j'ai mes difficultés. Les rayonnistes, elles ne rechargent pas mes produits, elles font pas ci, elles font pas ça. C'est sûr que si je leur glissais un billet, elles le feraient peut-être mieux, mais je refuse de le faire. Parce que j'estime que c'est leur job et qu'elles sont payées pour ça. Et que quand j'estime que ma marque n'est pas bien traitée, que mes produits ne sortent pas bien en rayon, qu'ils restent au back-office, j'envoie un mail au directeur du magasin et j'exprime mon mécontentement face au traitement de mes produits. Et en général, ils réagissent. Ou moi-même, je gère. Moi-même, chaque semaine, je fais le tour des magasins. Si les produits ne sont pas en rayon, moi-même, je vais au stock. Maintenant, ils me connaissent. Je rentre dans le stock, je sors mes trucs, je les pose. Moi-même, je gère. Parce que je refuse, parce que je me dis, c'est toujours ouvrir la porte à… Tu vas commencer là, avec celle-là, après ça va être l'autre, et puis après, finalement, tu vas devoir payer l'autre qui est derrière pour qu'il fasse… Bon, tu t'en sors pas, finalement, tout le monde va demander sa part. Bah oui.
Et là, tu t'en sors plus. Finalement, tu gagnes plus d'argent si tu dois payer. Ben non, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je ne le fais pas et je trouve voilà, d'autres moyens pour que les choses se fassent. Soit je les fais moi-même et j'accepte de les faire. Je me dis, bon, ok, s'il faut que ça marche comme ça et que je mette du mien pour aller chercher moi-même mes pots dans la réserve et les mettre sur mon présentoir, je vais le faire. Ok. Aujourd'hui, j'ai vu dans certains de tes flyers que tu faisais des conférences avec je sais pas moi, c'est des entrepreneurs ou qu'est-ce qui se passe? Ça change? Tu agrandis ton champ de vision? Comment ça se passe? Oui, après, ben écoute, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps. J'ai passé 4 années où j'étais vraiment super concentrée sur ma marque, où j'étais vraiment en mode production, vente, machin. Après, on arrive à un moment où les choses roulent, quoi. Ouais, Où bon, mon atelier roule, j'ai pas besoin de, voilà, la production tourne, j'ai pas besoin d'être là. Et puis tu te dis bon bah ok, est-ce que j'ai pas des choses à faire valoir? Est-ce que j'ai pas des choses à dire? Est-ce que j'ai pas des choses à transmettre? Est-ce que j'ai pas des choses à apprendre aux autres? Et puis, tu as un peu plus de temps pour le faire. Et puis, ben, je pense qu'après, c'est les gens aussi qui… Moi, au début, j'étais pas forcément… Ben, après, partante. par nature aussi, c'était pas forcément mon truc. Parce que moi, j'étais bien dans mon atelier planqué et tout. Et voilà. Et puis, bah, finalement, c'est les gens qui te reconnaissent peut-être une expertise ou une compétence et qui estiment que tu as peut-être des choses intéressantes à dire. Non, Et mais puis, c'est tu vrai, dis, bon, en bah, plus, pourquoi pas? c'est important en fait de partager. Alors, tu n'es pas forcément experte. Pour moi, tu es experte dans ton domaine parce que moi, je connais pas d'autres personnes que je connaisse qui ont créé une marque de confiture. Mais on a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. Aujourd'hui, on est en train de parler. On a 200 femmes qui vont nous regarder. Peut-être qu'il y en a qui essaient de se lancer dans ton domaine et se disent, ouais, non, mais c'est impossible. Est-ce que moi, je peux le faire? Je suis salariée. Toi, tu l'as bien fait, tu as commencé, tu étais salarié avant de penser à partir. Tu avais quand même créé déjà quelque chose qui, même si ça ne tournait pas encore, tu avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont coincées en fait dans leur, j'ai envie de dire, dans leurs problèmes confortables. Parce qu'on a nos vies personnelles, on a nos vies professionnelles et on se dit, ouais, on ne peut pas faire autre chose à côté. Et toi, tu as eu l'exemple de la femme qui s'est dit, non, ok, j'ai découvert ce truc, ça m'a passionné, pourquoi pas en faire un métier et voir ce que ça donne. Et au point Simplement, en fait. de décider de On perd démissionner. rien à essayer. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne perd rien à essayer. Alors, on perd à ne rien faire, mais à essayer quelque chose, on ne perd jamais rien, je pense. Et je dis souvent qu'en fait, moi, quand je suis partie, en toute honnêteté, je me suis toujours dit que je n'avais rien à perdre, en fait. Et D'accord. que j'essaye. J'avais un prémisse de business voilà, qui semblait plaire, mais j'étais pas non plus genre tellement bien lancée Ouais, que ouais, c'est ça. Genre, j'étais sûre as que commencé, voilà, tu as c'était pas généré. du tout rentable quand j'ai démissionné. Mais j'avais juste un prémisse de bah, tiens, ça semble être une idée porteuse et il semble avoir une audience pour ça. D'accord. Ok. Et je me suis dit, ben, je tente. Et puis au pire, si ça marche pas, ben, je repars chercher un job. Franchement, c'est vraiment ce que je me suis dit, ou j'essaye autre chose, ou voilà. Mais en fait, j'aurais toujours mes acquis, j'aurais toujours mes 10 ans d'expérience professionnelle, j'aurais toujours mes diplômes. En plus, j'aurais acquis même d'autres compétences Bien que sûr, bien certainement sûr. je pourrais faire valoir d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, ça a été vraiment de me dire, t'as rien à perdre en fait, à essayer. Et du coup, t'as pas eu peur, tu t'es pas dit non, ça va pas Non, c'est marcher. sûr que tu hésites, c'est sûr que tu réfléchis. Hein. Je veux dire, bon, j'ai bien pris 2 mois. En Oui, plus, non, oui, t'avais déjà non. ton petit garçon à l'époque. Oui, j'avais mon petit garçon. Je pars pas. Tes collègues te disent, bah non, surtout pars pas, t'es folle ou quoi? Continue à faire ça comme tu fais là. Et puis tu leur dis, mais je peux plus en fait, j'ai plus envie de venir C'est bosser. ça. Je peux plus. Franchement, je vais faire une dépression si je continue, ça, j'ai plus envie. Et donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'hésitation. Et puis, à un moment, je sais pas, à un moment, je pense que tu as juste
un feeling et puis il faut juste l'écouter en fait. Tu te lèves et tu t'en vas Il seulement. faut savoir s'écouter et puis se dire, bah ok, je sens que c'est bien, c'est ce que j'ai envie de faire, bah je fais. D'accord. Sans trop vouloir conceptualiser la chose ou sans trop vouloir rationaliser la chose, juste s'écouter un moment. Je pense que notre instinct nous parle bien en fait et que notre instinct nous dit toujours de bonnes choses et qu'il faut juste savoir l'écouter quoi. Alors pour toi, par quoi est-ce qu'on doit commencer déjà si on se dit on veut lancer quelque chose, quelle est la première chose qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit d'autre? Quand on sait déjà ce qu'on veut faire ou quand on veut juste faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors, prenons le cas dans lequel on sait déjà ce qu'on veut faire. D'accord, donc on a déjà une idée précise. Voilà, on a déjà une idée précise d'entreprise. Il faut avoir une proof of market en fait. Il faut avoir une preuve de marché, c'est-à-dire que on peut avoir on a plein d'idées tous les jours. Hein. Moi-même, tous les jours, j'ai de nouvelles idées. Pourquoi je fais pas ci, je fais pas ça. Maintenant, en fait, je pense qu'une fois qu'on est rentré dans la créativité, c'est plus les idées qui... Oui, après, tu as tout le temps plein d'idées. Après, il faut... Tu dors plus, ton cerveau, il est en ébullition tout le temps. Ouais, c'est ça, en fait. Tu as tout le temps plein d'idées et il faut que tu te freines parce que tu ne peux pas toutes les faire. C'est une très mauvaise idée. Il faudra toutes les mettre à exécution. Mais voilà, il faut avoir une preuve de quelque chose qui fonctionne. Donc, quand je dis une preuve de quelque chose qui fonctionne, c'est ça. Tu fais des confitures dans ta cuisine et tu les vends à tes parents, tu les vends à tes amis, tu les vends à tes collègues de travail. Et tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter ce que je fais? Déjà ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur mon segment? Bon, pour ça, il faut avoir un peu réfléchi à ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vend en fait. Et ça, je pense que c'est la base, c'est-à-dire qu'au-delà de vendre un produit, qu'est-ce qu'on offre? C'est quoi sa promesse d'entreprise? Parce que je pense, surtout en Afrique, moi je vois beaucoup ça, les gens vendent beaucoup des produits en Afrique. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits sans... Comment expliquer? Sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le produit? Parce que finalement, acheter des confitures, voilà, pourquoi acheter les petits pots de Logoué si on ne veut que des confitures? On pourrait très bien acheter un pot de confiture à 1000 francs. Si on ne veut que de la confiture, si on ne parle que d'un produit. Mais après, au-delà du produit, ce qu'on veut, c'est quoi les valeurs, à quoi on adhère, la communauté qu'on veut partager. Voilà. Donc, déjà réfléchir à tout ça au-delà de la chose, du produit ou du service, c'est définir c'est quoi l'esprit en fait, c'est quoi l'esprit de ma marque, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon cadeau, c'est quoi le cadeau que j'offre à mes clients. Déjà, ça, c'est la base. Pour éviter d'être des marchands de tapis, en fait. D'accord, ok. Sinon, on est des marchands de tapis. C'est pas je vends des confitures, hein, je vends du maquillage. Non, c'est toute une histoire derrière. Il y a tout un storytelling derrière, il y a toute une réflexion sur c'est quoi ma marque, c'est quoi mon identité, c'est quoi mon produit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et bizarrement, pourtant, moi, je n'ai pas de compétences en marketing, mais moi, c'est quelque chose que j'ai couché sur le papier très tôt, en fait. D'accord. Très tôt, je me souviens, je faisais déjà des présentations où je définissais c'était quoi mes valeurs, c'était quoi ma proposition de valeur. D'accord. Définir tout ce qu'il y avait derrière ma marque pour pouvoir avoir un argumentaire de vente. Parce qu'en même temps, je connaissais mon segment, coût de revient guidait le prix, donc je savais que mon produit serait cher parce que c'était un produit artisanal. Donc, il fallait que j'ai un argumentaire de vente. Je peux pas juste show up devant les gens et dire achetez mon pot de confiture à 5 000. Il fallait que je puisse l'argumenter et il fallait que j'ai quelque chose de très fort pour expliquer aux gens et faire adhérer aux gens, voilà pourquoi tu me donnes 5 000 en fait. C'est pas juste pour ma confiture, c'est parce que derrière, tu fais travailler des producteurs, c'est parce que derrière, tu vends de la culture, tu vends de la gastronomie, tu vends de l'héritage culturel, tu vends... Voilà. Donc, par nécessité, j'ai dû faire ça très tôt. Parce qu'il fallait que j'explique, il fallait que je justifie mon prix, en fait. D'accord, ok. Donc ça, c'est important pour moi, c'est vraiment la base. Sinon, comment tu te démarques après? Sinon, si tu n'as pas défini ça au début, tu ne vas jamais te démarquer d'un produit lambda
parce que tu n'auras jamais développé ton argumentaire pour expliquer ton produit et pourquoi acheter ton produit et pas un autre. Voilà, donc ça, c'est la différenciation, c'est la clé. Surtout pour quand on est en Afrique, ce qu'il faut comprendre aussi du marché africain, c'est qu'on n'a pas le choix déjà du haut de gamme. D'accord. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du segment parce qu'on est sur de la production artisanale et on est sur des petits volumes. D'accord. Donc, le produit coûte forcément cher à la fin de la journée. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que ah ouais, c'est produit localement, ça doit coûter moins cher, c'est faux. Ça, c'est faux, c'est n'importe quoi. D'accord, ok. C'est justement parce que c'est produit localement que c'est cher. Parce qu'on vend peu, parce que nos marchés sont petits, parce que nos marchés ne sont pas habitués à consommer local, donc faut faire de la conversion client derrière. Donc, en fait, on n'a pas le choix que du positionnement haut de gamme, parce qu'à coût de revient, en fait, le coût de revient est très élevé, du fait du petit nombre de produits et du fait du travail artisanal. Et ensuite, finalement, si moi, je me mets en concurrence sur un produit importé, c'est un espace trop concurrentiel, en fait, Oui, ça ne sert à rien. En effet, Je peux me battre à vendre des confitures à 2000 et je ne pourrai jamais rivaliser avec Bonne Maman, je ne pourrai jamais rivaliser avec Leader Price parce que je serai anyway toujours trop cher qu'eux. Donc, on va toujours me reprocher d'être trop cher, en fait. Je serai 500 francs trop cher. Bonne Maman va être à 2000, moi, je serai à 2500. Ah ouais, mais elle est chère. Je serai toujours trop cher de toute façon. Et en plus, je vais devoir me battre dans un espace trop concurrentiel. Donc, il faut toujours faire le choix de l'espace non concurrentiel, l'espace où il n'y a pas de concurrence, où c'est tranquille, où c'est vrai que ça va demander plus de temps pour faire grandir le produit, mais où au moins on a sa place. J'écoutais un live de quelqu'un qui disait faut viser le sommet. Au sommet, il n'y a pas d'embouteillage. Oui, c'est ça en fait. Je ne comprends pas. Et c'est vraiment un mindset très africain. Et il faut enlever ça. Et moi, je me bats avec ça et ça m'énerve quand j'entends mes collègues entrepreneurs ou les gens dire ça. Ah ouais, mais vous ne faites pas des produits pour tout le monde. Non. Non. Non, non. C'est voulu, c'est fait exprès. Il n'y a personne qui fait des produits pour tout le monde. Les gens qui font des produits pour tout le monde, ils ne vendent pas. Ils ne vendent à personne. Bah oui. À la fin. Ils ne vendent à personne. Et oui, voilà. Et donc, c'est des espaces trop concurrentiels. Donc, il faut vraiment choisir, voilà. Et ce segment-là, on est tranquille. Il n'y a pas de concurrence. Bingo. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut démystifier parce que trop de gens pensent ça. Je vais vendre pas cher, donc je vais vendre plus. C'est faux. Et encore une fois, moi, je le dis souvent, j'ai des marques concurrentes ici qui vendent moins cher que moi. Je ne connais pas leurs chiffres. Mais je ne pense pas qu'elles vendent plus que moi en unité. Alors là, je ne parle même pas en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, c'est sûr, parce que je vends 2 fois plus cher qu'elles. Mais même en unité produite, je ne pense pas qu'elles vendent plus que moi. Donc, le prix ne fait pas le marché. Enfin, voilà. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on ne vend pas cher qu'on vendra plus, c'est faux. Vaut mieux vendre plus cher et mieux. Et bien vendre. En effet. Voilà. Il faut vendre plus cher. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ça, définir son positionnement, sa proposition de valeur, sa valeur ajoutée, voir s'il y a créer son argumentaire de marque, créer son argumentaire de vente et sa différenciation. Pour moi, la clé, c'est vraiment la différenciation. C'est vraiment la chose sur laquelle il faut se concentrer, se focaliser. C'est vraiment la différenciation. Comment sortir du lot? Pourquoi on va te voir toi et pas un autre? Et pourquoi on va vouloir acheter chez toi et pas un autre? Pour moi, c'est ça la base, en fait. Ok. En tout cas, c'était vraiment très, très clair, très, très, comment dire, pédagogique, là. J'espère. Là, si quelqu'un n'a pas compris, on peut rien faire. Donc, on ne vend plus des produits pas chers en 2020. C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Ça, c'était avant. On se positionne bien et on vend son produit bien cher, comme il faut. Surtout s'il est local, vu que fait localement, c'est artisanal, donc plus cher. C'est normal, en fait. C'est normal. Après, il faut juste… Et après, c'est vrai qu'au début… Et j'ai quelqu'un qui me disait ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que quelqu'un qui me disait ça, il me dit aujourd'hui, est-ce que les gens te disent encore que… Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de mon prix, en fait. Mais oh là là, qu'est-ce que j'entendais pas? Mais elle est affreusement chère. Aujourd'hui, plus personne ne critique mon prix. Non, ça passe comme les gens, ils ont compris. C'est rentré dans la tête des gens, c'est 5000. Il n'y a plus personne qui parle.
Oui, mais parce que tu as fait ton bonhomme de chemin et tu as prouvé aux gens que ça valait le prix que ça valait, en fait. C'est ça. C'est un travail un peu ardu, mais… En effet, il y en a qui ont quand même cette peur-là de vendre cher parce que déjà, eux, ils peuvent avoir comment dire ça, des limitations face à l'argent. Parce que si quelqu'un n'est pas habitué lui-même à acheter quelque chose de cher bien pour lui, il a du mal forcément à vendre quelque chose de cher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, je peux comprendre. Effectivement. Effectivement, ça dépend. Mais après, il ne faut pas aussi que… On n'est pas forcément client de sa marque, en fait. Exactement, c'est exactement ce que je voulais que tu me dises. C'est ça aussi la clé. Exactement ça. On n'est pas forcément client de sa marque. Et c'est vrai que c'est encore plus… Moi, j'ai beaucoup de chance parce que moi, je suis cliente de ma marque. Je suis mon client rêvé, en fait. Moi, voilà. Ton client idéal. Un de mes personas. J'ai beaucoup de personas. J'en ai plusieurs, mais je suis un de mes clients idéaux. Donc, c'est vrai que c'est facile. C'est un peu plus facile pour moi de comprendre mon client, de comprendre ses attentes, de bâtir de la stratégie. Et encore, ce n'est qu'un de mes personnages. J'en ai plein d'autres dont je ne suis pas la représentation du client idéal. Hein. J'ai des entreprises, j'ai des restaurateurs. Là, je suis pas leur… Voilà, c'est pas moi. Mais j'ai un de mes personas où je suis mon client idéal. Mais on n'est pas… C'est ça, en fait. On n'est pas forcément client de sa marque et on peut… Voilà. C'est pas parce que nous-mêmes… on a peut-être un certain niveau, je ne sais pas, un certain niveau de vie ou une certaine manière de consommer, mais nos produits doivent pas être forcément calés sur nous. Nos produits sont calés sur nos clients. En fait, c'est pas nous sommes pas clients. Mais ça aussi, c'est une erreur que non, mais c'est-à-dire qu'ils font des produits pour eux. C'est ça. Alors que non, on fait pas des produits pour nous, on fait des produits pour les clients dehors. Donc, qu'est-ce que le client dehors attend? Des fois, tu as du bol, tu es ton client idéal ou tu es un de tes clients idéaux, tu as du bol, mais en fait, et c'est même très mauvais de faire ça. D'accord. C'est très mauvais de faire ça. C'est très mauvais de baser de créer un produit pour soi, en fait. Parce que c'est faux, toi, tes attentes, parce que tu vas créer un truc complètement subjectif. D'accord. Parce que tes attentes à toi ne sont pas forcément les attentes de la personne qui est dehors. D'accord. Et finalement, tu vas créer un produit qui ne répond à aucun besoin, qui ne correspond à personne, parce qu'en fait, tu t'es concentré sur toi au lieu de regarder ton client qui est dehors. En effet, en effet. Attention. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'était très pédagogique. En tout cas, on a bien compris comment se positionner, sa marque et surtout comment refléter son branding et trouver ses personas, comme tu disais tout à l'heure. J'espère que vous avez compris le terme persona. Donc, oui, voilà, ton persona, c'est ton client idéal. Qui est mon client? Et ça, il y a beaucoup de choses, il y a tellement, mais c'est vraiment, c'est complexe aussi le persona. Oui, c'est qui mon client? C'est un homme, c'est une femme, elle a quel âge? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? CSP+, elle gagne beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Elle fait du sport, elle fait pas de sport, elle va à l'église, elle va pas à l'église. Où est-ce qu'elle fait ses courses? Est-ce qu'elle voyage? Elle voyage pas. Donc, c'est vraiment… est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Ou pas du tout? Moi, j'ai des personas qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu les touches? Comment tu touches ce persona qui n'est pas sur les réseaux sociaux? C'est d'autres stratégies. Ouais, donc, et encore une fois, on a plusieurs personas et on les crée. Moi, je me crée des personas, des nouveaux personas tout le temps, en fait. Parce que pour moi, un persona, c'est un modèle de revenu. Donc, je réfléchis toujours comment je me crée un modèle de revenu supplémentaire. Et ça passe via un persona. Par exemple… moi, j'ai des clients qui n'aimaient pas les confitures. D'accord. Bon, genre qui te disent, ou qui ne sont pas clients des confitures, par exemple. Et puis, je me suis dit, mais comment je peux toucher ces gens qui, à premier abord, me disent, ah non, mais moi, je ne mange pas de confiture. D'accord. Et ces clients, c'est des professionnels, en fait. D'accord. C'est des professionnels, des CSP+, qui travaillent. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, quand ils sont au bureau, mais d'une expérience personnelle aussi, parce que quand on est au bureau, on grignote tout le temps des tubes, des arachides. Tu as toujours un pot d'arachides, de croquettes qui traînent et tout. J'ai dit, bon, quand tu es au bureau, tu manges, en fait. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'aiment pas les confitures, mais ils aiment les crêpes. Donc, j'ai bâti une offre crêpes. Et bien, ok, je vois qu'ils aiment les crêpes et je leur refile un pot de confiture avec mes crêpes. D'accord. Et finalement, ils trouvent que finalement, on aime bien les confitures. C'est bien. C'est comme ça.
Voilà, avec la crêpe, c'est bien. Et puis, il y en a même qui finalement deviennent clients juste de la confiture parce que finalement, tu les as convaincus, eux, qui n'aimaient pas la confiture. Après, il y en a qui sont juste clients de la crêpe et confiture. Bon, très bien, c'était ça ton but. Donc, voilà. Pour moi, un persona aussi, des fois, correspond à un nouveau, pas toujours, hein, mais correspond aussi à un nouveau modèle de revenu. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions des petits pots de Logoué? On vise quoi exactement? Aujourd'hui, alors maintenant, on travaille. Bon, on a beaucoup travaillé localement pendant 4 ans. Vraiment, l'idée, c'était. Parce que pour moi, alors, c'était important d'être une marque locale, présente localement. Il y a beaucoup de modèles, hein. Il y a beaucoup de marques africaines qui ne vendent pas en Afrique. D'accord, ok. C'est-à-dire que pour eux, leurs clients, c'est l'export. Pour eux, leurs clients. Parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont très designés en termes de valeur et tout ça, qui sont très calibré en fait pour de la clientèle occidentale, hein, qui comprend les valeurs de commerce équitable, de développement durable, qui sont beaucoup plus sensibilisés que nous, j'ai envie de dire, qui sont plus sensibilisés que l'audience africaine. Pour de multiples raisons, parce que nous, en Afrique, on est dedans, en fait. On est dedans, oui, on est dans le Voilà, c'est notre réalité du quotidien. Bon. Donc, en fait, on n'a pas forcément cette réflexion. Ici, on est trop dans l'industrie. On a oublié le bio, l'équitable, tout ça. Donc, quand on voit ça, on est conquis. C'est normal. Alors, voilà. En Afrique, ouais, on est dedans. Donc, c'est vrai que ça va être des produits qui vont être très calibrés pour de l'audience sur l'export, sur l'international. Et il y a beaucoup de marques, hein. On le voit beaucoup en Afrique de l'Ouest, des marques qui vont produire des jus d'ananas bio, machin et tout, et qui ne vendent même pas. Moi, j'ai découvert une marque quand j'étais au Togo. Ils ne vendent pas un jus au Togo, non au Bénin. Ils ne vendent qu'en France. Moi, je trouve ça horrible. Personnellement, je trouve ça horrible. Mais voilà. Mais il y a beaucoup de marques comme ça, en fait. Et qui estiment que leur produit il est tellement calibré pour l'export et c'est là-bas où il y a l'argent. Parce que pour eux, c'est là-bas où il y a les clients. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent, je le dis vraiment, ils se disent trop cher. Comme toi, tu aurais pu te dire, je suis trop cher pour le local, je vais l'exporter. Entre autres, parce qu'ils se disent trop cher pour le marché local, mais surtout parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de clients localement, ce qui est faux. D'accord, ok. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas de clients localement, alors qu'il y a une forte classe moyenne en Afrique. Il y a du pouvoir d'achat en Afrique. Un client français, un Français qui va acheter un jus à 6 €, j'en sais rien, c'est 3600. Au Gabon, un jus à 3600, c'est pas choquant. D'accord. Bon. Oui, ils pensent qu'ils n'ont pas de clients en Afrique, ce qui est faux. Et ils pensent que c'est mieux de vendre en Europe. Ils font plus de marge. Bon, je sais pas. Bref. Donc, c'est un modèle économique que moi, dès le départ, je n'ai jamais voulu envisager. Pour moi, si je produisais pour l'Afrique, quoi. Je produisais pour la clientèle gabonaise, je produisais pour la clientèle africaine. Et c'était important pour moi que ma marque soit forte localement. Avant de penser avant même d'envisager voilà, de sortir du pays, quoi. Ok. Parce qu'en même temps, quand tu attaques aussi des marchés, quand tu as déjà une marque forte locale, tu as déjà un background, quoi. Tu as déjà une force de négociation, tu as déjà une marque, tu as déjà une histoire, tu as déjà un argumentaire qui fait que forcément, on t'ouvre les portes facilement. Et donc voilà, donc moi j'ai beaucoup travaillé localement pour ça. Et maintenant, je commence un peu à tester, les marchés à l'export. Donc on est sur plusieurs pays en Afrique, toujours en Afrique, parce qu'en même temps, voilà, c'est important pour moi d'être présent en Afrique et d'être vraiment une marque panafricaine. D'accord. Donc, on est à Abidjan, à Dakar, Cotonou, Douala et Brazzaville. Et maintenant, mon gros challenge, que je n'ai pas encore trouvé comment je vais faire, c'est justement comment faire. Parce que, bon, pour l'instant, moi, je le considère comme des pieds-à-terre, en fait. D'accord. J'ai des petits. J'ai un point de vente, donc j'ai ma petite audience locale que j'entretiens, qui peut acheter là-bas. Mais maintenant, tout le challenge, c'est comment faire grandir ces marques-là à l'étranger quand tu n'as pas non plus des ressources en marketing, tu n'as pas des ressources en communication et des ressources en marketing incroyables. C'est vrai, on va dire il y a les réseaux sociaux, mais même gérer une audience multi-pays sur un fil d'actualité, c'est pas si simple que ça. Oui. Je pense même qu'en termes d'espace de publication, c'est-à-dire que tu as une publication par jour ou deux, comment tu parles à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Gabon,
sur 7 jours dans la semaine. C'est pas si simple et si aisé. Donc, voilà, mon gros challenge aujourd'hui, vraiment, c'est ça. Maintenant que j'ai des points à terre, en fait, j'ai réglé le problème de la logistique parce que c'était aussi du tâtonnement. Parce que les problèmes de logistique sont quand même très compliqués à gérer et très importants. Hein. Envoyer des choses à Dakar, c'est très, très compliqué. Ouais. À l'intérieur de l'Afrique, d'ailleurs, voyager à l'intérieur de l'Afrique, c'est pas facile. Donc, déjà, je testais déjà les modèles logistiques. OK, concrètement, comment je fais pour envoyer mes produits à Dakar? Bon, maintenant, j'ai trouvé mes routes qui marchent bien. Donc, bon, c'est déjà un challenge levé. Maintenant, c'est comment faire, voilà, grandir la marque localement et grandir l'audience localement, trouver les bons partenaires aussi. Parce que tu peux avoir des points de vente, mais tu peux avoir des points de vente non productifs. Ce que j'appelle des points de vente non productifs, c'est des boutiques qui prennent tes produits et qui les posent et qui ne sont pas vendeurs. Et malheureusement, on n'est pas vendeur en Afrique. Ça, c'est aussi une réalité. On n'a pas de bons vendeurs. Tu as beaucoup de gens qui ouvrent des boutiques, mais c'est des poseurs de produits. Ouais, ça, pour moi, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des hustlers, c'est pas des gens qui cherchent l'argent. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils en ont déjà, mais typiquement, ils posent les trucs là, quoi, et puis ils attendent que les gens achètent. Ben non, il y a personne qui va sortir 5 000 de sa poche comme ça pour te faire plaisir, quoi. Il faut être force de proposition, il faut montrer les produits, les expliquer, les suggérer, les proposer. Et ça, c'est pas partout malheureusement où tu trouves des gens comme ça. Moi, j'ai quelques boutiques en Afrique où j'ai beaucoup de chance et vraiment les filles, c'est des hustlers, elles sont vraiment derrière les produits, elles connaissent leurs marques, elles connaissent les marques qu'elles vendent, elles savent les vendre. Mais pour vendre une marque, il faut que tu la connaisses, il faut que tu sois intéressé, que tu aies cherché. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. D'accord. Donc déjà, avoir le bon partenaire comme ça, qui a fait de la recherche sur ta marque, qui sait parler de toi, qui sait parler de ton produit, rien que ça, déjà, c'est pas facile. Et voilà, déjà trouver les bons partenaires qui vont véhiculer l'image de la marque et qui vont aider à la faire grandir et à augmenter les ventes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça mon gros challenge, quoi. Maintenant que j'ai des pieds à terre, c'est OK, comment faire pour faire grandir mon audience localement dans chaque pays et augmenter mes ventes. Ensuite, mon deuxième challenge, c'est toujours aussi sur l'export sur les DHL. Parce que j'ai commencé à faire des DHL personnellement sur ma propre page de vente. Et puis, j'ai commencé à vendre aussi sur Africrea. D'accord. Vas-y. Voilà, donc il y a ce challenge-là de trouver le bon endroit, le bon point de vente. Ensuite, je parlais donc d'Africrea. Donc, on a commencé à vendre sur Africrea. Donc là, c'est du DHL. Et nous-mêmes, on a une page de vente où on fait de l'export DHL. Et d'ailleurs, Africrea a des très bons tarifs logistiques, beaucoup meilleurs que les miens. Donc, c'est aussi ça, augmenter mon trafic et mes exports via DHL. D'accord. Et ça se passe bien sur Africrea? Tu fais assez de ventes? Ils sont assez… Bon, on a commencé il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. On est vraiment en phase d'ajustement, quoi. Ils viennent de lancer l'épicerie sur Africrea. Oui, parce que avant, c'était que des vêtements, oui, en effet. Voilà. Donc, eux aussi, il y a quand même pas mal de boulot à faire de leur côté en termes d'ergonomie du site. Pour l'instant, c'est un peu fouillis. Donc, ils ont du boulot pour améliorer l'interface et la navigation pour l'expérience client et tout. Après, nous aussi, on travaille avec l'épicerie africaine. Voilà, quels produits, les packages, les boîtes cadeaux, voilà, quels sont les produits qui passeraient le mieux. Parce qu'il y a quand même toute une réflexion, tout un travail d'adéquation coût logistique derrière. Bon, ça commence. J'ai fait mes premières ventes sur Africa cette semaine. D'accord, c'est cool, c'est cool. Cette semaine, donc voilà. Ok, merci beaucoup Jessica. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Je pense qu'on a fait quand même plus d'1 heure. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? C'était tellement passionnant de suivre les étape par étape, la création de ton entreprise et où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour toutes ces femmes qui nous regardent et qui se disent « Tiens, je vais me lancer. Ouf, j'y vais. » Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux. Ah bon? Dans le sens où il faut avoir… Non, ce que je veux dire, alors je m'explique. Il faut avoir une vision très ambitieuse. D'accord. Et il faut avoir des petites étapes moins ambitieuses. Voilà, c'est ça. Il faut avoir une vision très ambitieuse. Ça, c'est très, très bien. Mais
il faut avoir de petites étapes dans cette vision, en fait. Et faire en sorte de grandir petit à petit. Parce que le problème, c'est que si dès le départ, on se met des objectifs concrets trop ambitieux, on ne fait rien, en fait. D'accord. Parce qu'on n'a jamais assez d'argent. C'est ça. Parce que le produit n'est jamais assez joli. Parce que mes bureaux ne sont jamais assez sexy. Parce que la voiture n'est jamais assez bien. Donc, en fait, et finalement, tu te dis, non, mais j'attends encore. Quand j'aurai ça, je le ferai. Et puis, quand ça, ce sera comme ça, je vais commencer. Et finalement, on ne commence jamais. Oui, parce qu'on veut tout de suite. On veut que tout soit bien, en fait. Carré, Et tout soit bien, tout soit carré. Moi, je ne fais jamais rien de carré au début. Je suis un fouillis-fouillas de ouf. Parce que quand j'ai une idée, je sais où ça va m'emmener. Mais je commence en fouilla-fouilla. D'accord. Je commence, today, ok, je fais. Il faut être un doer, en fait. Ça, c'est vraiment important. Exactement. Passer à l'action, le faire. Passer à l'action. Ça, c'est le job d'un entrepreneur, c'est de passer à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action facilement, il faut être agile, il faut être flexible, il ne faut pas se mettre trop dans des trucs trop ambitieux. Il faut juste faire une fois. Une fois que tu as fait une fois, tu évolues, tu perfectionnes, tout est perfectible. Si tu as un client déjà pour ton premier truc pas bien, pas top, imagine quand ton produit sera bien. Top. Bah oui. Top. Claire. Tu ne peux que te projeter. Mais voilà, commencer vraiment petit et commencer à faire. Il faut faire une fois. Une fois que la première chose est faite, comment je l'améliore? Tous les jours, tu l'améliores. Tous les jours. Et ce sont des petites choses qui grandissent en fait. Moi, je parlais de mes crêpes de début que j'ai commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir une boutique sur une plateforme de livraison de restaurants où j'ai des brunchs, j'ai des crêpes, j'ai 10 produits. Mais j'ai commencé avec une offre de crêpes et de confiture à 10 000. Et après 1 an, maintenant, je suis prête. Mais j'avais déjà ça dès le début. Je dis, bon, je tâte d'abord le terrain avec mes crêpes là. Quand je vois que c'est bon, j'augmente. Et puis, à chaque fois, j'augmente. Et puis, j'improve, j'améliore le produit, etc. Je progresse au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante, c'est de passer à l'action, de faire. Si on est consultant, on parlait justement que je fais des conférences, tout ça. Moi, j'ai fait un blog, j'ai ouvert mon blog, j'ai créé ma page Instagram. C'est pas super top, je vois pas encore très clairement où je vais. J'ai pas 20 articles de blog devant moi où je sais que je fais tous les jours. Mais j'ai fait mon blog, il est posé, il est là. J'ai fait ma page Instagram, c'est là. Maintenant, je gère au fur et à mesure. C'est perfectible. C'est ça, exactement. C'est pas super, mais je gagne quand même de l'audience. C'est ça, exactement. Comme ça, bêtement. Non, mais c'est complètement ça. Hein. Et puis bon, un jour, ce sera bien. Un jour, on va se lever, tu auras 50 000 followers, tu ne sauras pas d'où c'est venu. C'est ça, petit à petit. C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, Jessica, encore de ce moment que tu m'as accordé pour cette conférence. J'espère que vous aurez plein de questions. N'hésitez pas à poser vos questions en bas des commentaires à chaque conférence et nous y répondrons au mieux. Merci encore, Jessica. Je te souhaite une très bonne Merci à toi. Ben, merci à toutes celles qui nous ont écoutées et on commence. On commence, c'est ça, on se lance. On commence now. Aujourd'hui, on commence.